Giovanni Sarti est un grand antiquaire italien installé à Paris depuis plusieurs années. Mais Paris n'est que l'aboutissement d'un itinéraire assez complexe. Il a commencé à vivre à l'étranger depuis l'âge de 17 ans, n'est-ce pas? Absolument. Donc, alors, cet itinéraire à travers l'Europe et le monde. Oui. Ben, écoutez, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Déjà, j'avais quitté mon village, que c'est dans les Marches, à côté d'Urbino. Et j'avais fait l'école hôtelière. Ville d'art, d'ailleurs. Absolument, ville d'art, mais toutes les Montefeltro, c'est ville d'art. Ouais. Moi, j'ai découvert cet endroit après, quand je suis rentré dans le monde de l'art. Parce que, comme toutes les choses, quand on vit dedans, on ne voit pas qu'est-ce qu'on a. Et j'étais jeune, bien sûr, j'étais un enfant. J'ai quitté les villages, j'ai fait justement, je devais gagner ma vie, car mes parents, ils étaient très, très, très pauvres. Et à l'époque, encore, il y avait ce système que les premiers dans la famille, ils devaient aider la famille financièrement. L'aîné. L'aîné. Surtout, pas d'aller à l'école, mais gagner de l'argent, aller travailler dans les champs, tout ça. Mais j'avais une mère très intelligente, parce que autour de tout ça, je suis né en Albanie. Ah je oui. suis un enfant de la guerre. Ah oui. Mon père, il était italien, militaire en Albanie. Quand l'Albanie, elle était l'Italie. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On dit aujourd'hui de l'Albanie, comme ça, mais... Et j'avais une mère très intelligente, très cultivée aussi, parce qu'elle est venue dans une famille particulière. Et pour elle, la culture, c'était la chose principale de donner aux enfants. Elle a combattu beaucoup avec mon père pour m'avoir fait un peu d'aller à l'école. Voilà. Et l'unique manière pour aller à l'école à cette époque-là, d'un village pour les gens très pauvres, c'est aller dans les séminaires, dans les Salésiens. Et si j'ai fait 3-4 ans un peu d'école supérieure, c'était dans ce domaine-là. Mais comme j'étais un garçon pas fait pour l'église, j'ai quitté l'église très vite. Ça veut dire à 14 ans. C'est-à-dire que vous avez profité de cette formation intellectuelle absolument par le séminaire et par la suite... Mais à ce moment-là, je ne l'avais pas pensé. C'était une éducation un peu plus haute pour que ça permettait à cette époque-là d'accès à des travails que toutes les gens dans la province, dans les petits villages, de mettre les enfants à la poste, de donner un travail fixe. Moi, je n'étais pas fait pour ça, parce que j'ai toujours renoncé à d'être. Je disais justement à ma mère, moi, de 9h à 5h, je ne vais pas travailler. Et là, j'ai fait une école hôtelière, d'ailleurs, en Piemonte. Ah bon? J'avais 15 ans, ça c'était formidable. Et j'ai trouvé des gens. Ma chance, c'était dans ma vie de jeunesse de 11 ans, même avant, justement, que j'ai eu dans l'institution tous des gens très importants et très très bien, que je ne remarquais pas pendant que j'avais ça, mais maintenant quand je suis rentré dans le monde de l'art. J'ai compris pourquoi l'éducation c'était tellement importante. Enfin, tout allait vite, j'étais déjà dehors de la maison de 11 ans, j'ai travaillé à Rome, comme garçon de restaurant, comme ça, j'ai connu le Rome de Fellini, les années 60. Mais vraiment, la Dolce Vita, les belles années, on était jeunes, 15, 16 ans, 17 ans, jusqu'à 16 ans et demi, tout ça. Et puis j'ai quitté ce travail, j'en avais marre, je suis rentré au village et j'ai dit à ma mère, moi je vais, parce qu'on ne trouvait pas le travail autour de nous, je vais aller à Francfort en Allemagne, à l'étranger. Mon père, il était un immigré en Allemagne et je me suis dit, je vais en Allemagne. Ma mère, elle ne voulait pas, des choses comme ça, mais à la fin, elle a cédé et elle a prêté de l'argent à la banque pour me payer le voyage. Et comme ça, avec mon carton, je suis parti pour l'Allemagne. Elle a emprunté de l'argent pour me financer ce voyage. Voilà. Et je suis arrivé, pour ne pas dire beaucoup de choses comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de choses comme ça, je suis arrivé à Francfort, j'ai trouvé travail à l'aéroport de Francfort, et de là, j'ai commencé ma vie
étrangère. Et j'étais très très bien en Allemagne. J'ai trouvé un groupe de garçons formidables italiens qui étaient présents. On travaillait, on s'amusait et on gagnait assez bien pour ce qu'on était. On était vraiment formidables. C'était le temps qu'encore les Américains ils étaient à Francfort. Et il y avait encore ce monde de l'après la guerre, tout ça. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, que j'avais mon salaire, tout ça, tous les mois, moitié de mon salaire, je l'envoyais à ma mère. C'était toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai maintenu ma famille. Même quand j'ai travaillé en Italie jeune, mon père à Rimini, j'avais 14 ans, 13 ans et demi l'été, pour faire la saison, venait à la fin du mois prendre mon salaire. C'était ma vie, ça. Parmi les rencontres chanceuses de Francfort, il y a eu celle avec Vilma Sarki. Vilma Sarki, non, malheureusement. En communication et attachée de presse, si je ne me trompe, de votre galerie parisienne. Oui, mais malheureusement, comme j'ai dit à Vilma quand on s'est rencontrés, j'ai dit, mais comment ça se fait que tu m'as échappé? Parce que j'étais quand même un jeune homme assez vif. Voilà, convoité, vif dans la vie de Francfort, des choses comme ça. Et j'ai commencé à travailler, ça me plaisait, il y avait tout ce monde, c'est pas que je vous raconte des choses de jeunesse, tout ça, mais à un moment donné, j'avais marre de cette ville après 2 ans, tout ça, et je suis allé à Genève, en Suisse. Après 2-3 mois, un ami qui était parti en Angleterre, un cher ami, il m'a dit, il était en Angleterre, il m'a dit, Giovanni, viens en Angleterre, c'est une vie tranquille, des choses comme ça, et si tu veux, il y a de la place, il y a du travail et tout ça. C'était le nord de l'Angleterre. Et là, je suis parti justement de Genève en Angleterre. Je suis allé au nord de l'Angleterre, à côté de Liverpool. J'ai resté 2 ans, une chose comme ça. J'ai rencontré ma première femme. C'était le temps des Beatles et de tout ça à Liverpool. C'était vif, les caves et tout ça. C'est tout Carnaby Street, c'est tout ce monde qu'on a. Que c'est un monde merveilleux, les années 60-70. Vraiment. Moi aussi, j'ai connu voilà, cette époque, notre jeunesse, c'était formidable. La deuxième moitié des années 60. Exactement, c'était, oui, mais ça. Et je me suis marié avec une femme anglaise, très bien, tout comme ça. Après un moment, je suis descendu à Londres et j'ai travaillé même comme croupier. Parce que je n'avais marre de comme ça, j'ai fait dans les casinos. Mais c'était un travail pas bien, les casinos. Je n'ai pas aimé. Parce que c'est pour le travail, très bien, parce qu'on gagnait plus qu'être garçon, mais c'était un travail vicieux, horrible. Le monde de la nuit. Londres, en ce moment-là, c'était plein de vices. Et ça ne me plaisait pas. Alors j'ai cherché quelque chose. Il y avait toutes les drogues. Oui, voilà, il y avait tout, l'environnement. D'alcooliques. Tout. Il a commencé, l'Angleterre, elle a changé tout d'un coup, avec la venue de le jeu, du casino, parce qu'ils ont permis d'ouvrir les casinos. Et il y avait toutes les vices européennes et américaines. C'était la fin de la tradition puritaine. Exactement. L'Angleterre, anciennement, était considérée comme le pays le plus vertueux. Absolument. Absolument. Et alors, en travaillant comme ça, dans les casinos, il y avait des gens qui faisaient, des Italiens qui venaient jouer. Et on me disait que c'était des antiquaires. Moi, je ne savais même pas ce que c'était l'Antiquité. Et là, je suis allé voir, parce qu'ils arrivaient tous à Portobello Road, que je ne connaissais pas, et je suis allé voir... Le marché aux puces. Voilà, le marché aux puces de Londres. Et là, je voyais tous ces camions, tous ces mondes de marchandes qui venaient de toute Europe, mais surtout des Italiennes. Et je me suis dit, c'est formidable, ces gens qui arrivaient avec des camions, femmes et maris ensemble. Et je les voyais, je me suis dit, mais... J'ai commencé à penser, regarder les œuvres d'art, de ce comme ça. J'ai dit, mais ce sont des gens pas cultivés, comment ça se fait que c'est un commerce. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dedans, à voir qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé à connaître certains antiquaires qui venaient à Londres. Comme ils ne parlaient pas l'anglais, je les aidais
l'amener d'un magasin à l'autre et j'étais traducteur de leur conversation. Ah voilà, donc c'était des antiquaires italiens. Italiens qui venaient à Londres, qui débarquaient à Londres pour acheter des choses comme ça. Et moi, je faisais pratiquement, comment on dit, l'interprète. Oui, L'interprète de leur conversation, tout comme ça. Et je regardais qu'est-ce qu'ils achetaient, tout comme ça. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais c'était facile. Et j'ai commencé moi-même, avec une voiture, d'aller autour, d'acheter les petits meubles, les petites choses victoriennes qu'en Italie, à ce moment-là, on aimait beaucoup. Et je les vendais de la voiture, comme ça. Et on gagnait un peu plus que faire l'antiquaire, mais ce n'était pas des sommes, on achetait à 30, 40 livres, on les vendait à 60, 70. Et ça commençait, moi, la manière de changer complètement toute ma vie. Si je suis rentré dans un tuyau, j'ai dit bien, je gagne beaucoup plus que faire le secondes, je me suis dédié là-dedans. Et ça a commencé à me prendre complètement. J'ai vu qu'il y avait un marché formidable. Mais étant à Londres, je ne voulais pas seulement avec les Italiens. Parce qu'il y avait un groupe d'Italiens qui ne voyaient que l'art italien. Et les antiquaires italiens qui venaient acheter à Londres, ils venaient, ils achetaient les meubles italiens, les tableaux italiens, tout ça. Moi, comme j'ai vu que c'était à Londres, que tout le monde venait à Londres, je me suis un peu, comme on dit, j'ai compris et je me suis dit, mais Londres, comme il vient tout le monde, il faut que j'apprenne aussi à connaître les meubles français, les meubles allemands, les choses espagnoles. Tout ça. Et Londres, c'était mon université pratiquement. Et j'ai commencé là à faire du commerce, j'ai commencé à acheter des livres, j'ai commencé à aller voir des musées, tout comme ça. Et au fur et à mesure que j'ai vendais, j'ai acheté des choses meilleures. Et quand j'entrais en Italie en vacances, je me rappelais que dans les livres, j'avais vu un village où il y avait une église avec un tableau, des choses comme ça, un tableau formidable du 13e au 14e que je ne savais pas, et c'était peut-être à 2 ou 3 kilomètres du village où j'ai grandi. Parce que le Montefeltro, vraiment, c'est un endroit formidable. Tous les villages sont pleins de culture. D'ailleurs, toute l'Italie. Toute l'Italie est pleine de culture. Mais là, nous, on ne les voyait pas jeunes. Mais quand j'ai compris par les livres, j'ai appris beaucoup de choses et je les fais encore aujourd'hui. Je vais regarder certaines choses dans les petites collines, dans les petites églises qui sont perdues dans la nature. Mais c'est vrai que l'Italie est tellement pleine de culture qu'il y a une atmosphère un peu nonchalante. Absolument, parce qu'on l'a. Voilà, mais parce que nous, donc on n'a pas mais besoin. vous savez, en retournant sur des choses comme ça, vraiment, je sais, ça semble un peu blasé, je ne sais pas. Mais je dis toujours, moi, même dans la conversation française, nous, Italiens, on n'a pas besoin de dire qu'on est cultivé. On n'a pas besoin de dire aux autres qu'il manque de culture. Nous, on est comme ça. On est né dans la culture. Quand les Français, ils ont une culture acquise. Ils sont des gens très cultivés, mais dans l'ensemble, il n'y a personne au monde, pour moi, de ce que je vois, qu'il y a une culture innée dans la personne comme les Italiens. Moi, personnellement, je suis d'accord avec vous, mais comment les Français réagissent-ils face à ces déclarations? Mais les Français, comme je dis, mais parce que tout le monde, nous, on est un pays qu'on se soumet toujours à l'étranger. Et ça, moi, je l'ai toujours combattu. Je l'ai toujours, depuis que je suis à l'étranger, nous, on est Italiens. Dans le monde de la culture, il n'y a pas un autre peuple au même niveau. J'aimerais passer à un autre volet de cette conversation, et là, je vais demander un peu l'aide de Vilma Sarchi, qui a suivi le parcours de Giovanni Sarti à Paris. Quelle est la spécificité de son métier d'antiquaire, de marchand d'objets artistiques de grand intérêt, de tableaux comme de meubles anciens? Vilma Sarchi connaît tout ça et peut-être elle peut poser la question beaucoup mieux que moi. D'accord. Alors, d'abord, il faut dire que Giovanni Sarti est un grand expert sur les primitifs, les artistes de cette époque, au point
tel qu'il est devenu le grand expert du Conseil national de France. Comment s'appelle? Des antiquaires. Des antiquaires. Et donc, s'il y a une contestation, s'il y a un doute, s'il y a quoi que ce soit, c'est à Giovanni Sarti qu'il faut un appel. Donc, pour me relier à tout ce qu'il nous a raconté tout à l'heure, c'est bien cohérent et c'est vraiment merveilleux que Giovanni a pu arriver à ce niveau-là. Mais je sais que vous êtes aussi un expert en pierre dure, dans le meuble ancien, spécialement, vous avez fait une exposition consacrée à Pifetti il y a quelques années. Tout à fait. Voulez-vous raconter quelque chose là sur le meuble pour passer après au tableau? Oui. Au fur et à mesure qu'il passé des ans, des moments que j'ai acheté des meubles comme ça, j'ai acheté des objets un peu plus particuliers. Je voyais les gens, qu'est-ce qu'ils achetaient, qu'est-ce qui s'est passé dans le marché européen, tout ça comme ça. Et ça m'a ouvert les yeux dans le monde de beauté. Voilà. C'est le monde de la beauté. Et c'est pas facile de juger la beauté. Tout le monde peut dire que c'est beau, mais la vraie beauté, c'est très difficile à la repérer. C'était peut-être une chance dans les yeux, quelque chose que j'avais, mais je ne savais pas de l'avoir. Moi, des fois, je me demande, qu'est-ce que c'était, pourquoi? Est-ce que c'était l'éducation que j'ai eue pendant 3-4 ans quand j'étais dans mon village et chez les curés, parce que vraiment ça, c'était très important aussi, ou parce que c'est quelque chose qu'on a, pour voir les beaux. À fur et à mesure, j'ai acheté les meubles, j'ai acheté les objets, comme ça, et j'ai commencé à m'intéresser plus que d'autres choses, dans les années 80, à les objets en marbre, les pierres dures. Ça m'a fasciné. Ce monde de beaux objets, de pierres, de toutes les couleurs, qu'on les utilisait pour faire des meubles, pour faire des objets extraordinaires. Et il y avait un marché très florissant en Europe. Et à Londres, moi j'ai tourné toute l'Angleterre. Comme vous devez comprendre une chose, que l'Angleterre était minière pour les antiquaires dans les années 60, même avant moi, parce que je regarde 70, 60, 70, 80, 90. Car les Anglais, bien qu'ils n'ont pas produit vraiment beaucoup d'antiquités, pour ce que je sache, au très tôt, et détruite par les guerres des 100 ans, tout ça comme ça, pendant les grands tours, ils passaient des années en Italie et ils achetaient le mieux. Ils avaient des grands goûts et ils achetaient le mieux. Ils l'envoyaient en Angleterre, qu'ils les vendaient à les grandes familles. Alors l'Angleterre, elle était riche de ces choses-là. Et on tournait, moi je prenais la voiture de Londres, j'allais jusqu'à l'Écosse pour 2 semaines, pour 2 jours. J'ai rempli ma voiture en faisant les magasins d'antiquités de tous les villages anglais. Et j'arrivais à Londres et dans 2 jours, je vendais. Tout de suite, avec un bénéfice. So, à fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la pierre dure, les tables de pierre dure, les cabinets, qu'on appelle, comme on dit, les cabinets de pierre dure, en italien, on appelle i monetieri. Et c'était des choses fantastiques. Ça a créé un endroit que j'avais toute l'Europe qui venait à la galerie pour acheter ces choses-là. Bien sûr, on vendait, on achetait, on vendait tous les jours. Et ça, c'était, même si on ne gagnait pas beaucoup, mais c'était une forme de commerce qui tournait vite. Et c'était très très bien. Sans rien, moi j'ai commencé complètement sans rien d'ailleurs, parce que j'avais pas, avec des 300 livres tous les jours. Puis j'ai demandé une petite découverte à ma banque de 3000 livres, je me rappelle très bien. Et ça a commencé la sortie. En 1977, j'ai ouvert mon premier galerie. Au fur et à mesure que j'ai... En Angleterre, parce que je suis, même aujourd'hui, on est une galerie anglaise. Et ah oui, c'est-à-dire que la galerie parisienne est, pour ainsi dire, une filiale... La filiale de la galerie anglaise. Londonienne. Absolument, absolument. Et à un moment donné, j'ai pensé que ce métier, on peut le faire seulement si quelqu'un est libre. Libre complètement. Et j'ai quitté ma femme, ma première femme, je voudrais être libre.
Je voulais être libre. Il n'y avait pas d'autre raison que je quitte ma femme. C'était parce que je voulais être libre. Et pour 4-5 ans, j'ai travaillé comme un fou entre Londres, New York, l'Amérique, tous les jours. J'étais dans les avions tout le temps. Et j'ai acheté, j'ai vendais très vite, tout comme ça. Et je me suis créé une galerie à Londres assez vive que tout le monde est venu nous voir. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Ma vie, ça a changé. Je faisais déjà un peu les tableaux, tout ça, et j'ai rencontré une femme en France qui a mis 1 an, 2 ans avant de se connaître très bien, tout ça, qu'elle est venue à Londres, qui est ma femme actuelle, 82, d'une grande culture. Une femme de grande culture que moi je ne savais même pas qui c'était. Mais on se fréquentait, il ne parlait pas jamais de sa famille, tout ça. En venant dans Londres, il voyait qu'est-ce qu'on faisait comme commerce, tout comme ça. Il a dit, mais ces choses-là, on les trouve seulement dans les musées. À fur et à mesure, elle a commencé à mettre un peu d'ordre dans ma vie. Elle a commencé à mettre de l'ordre, des choses comme ça, voir certaines choses plus importantes que les autres. Elle dit, pourquoi vendre machin quand on peut vendre au musée? Elle a complètement fait changer la manière de la Galerie Sarti. Et on s'est dédié beaucoup plus au tableau. Elle avait une culture supérieure, culture comme la mienne, mais moi j'avais l'œil. C'était la bonne... Le flair, l'œil, tout ça. Et c'était la bonne combinaison. Et là, on a commencé à faire des expositions, on a commencé à faire des petits catalogues qu'elle faisait elle, et tout comme ça. Et ça donnait une autre dimension à la Galerie Sarti. On commençait à acheter les primitives toujours plus importantes, on a acheté les tableaux, on a acheté des œuvres, des objets toujours plus importants jusqu'à ce qu'on a ouvert aussi une galerie à Jermyn Street, dans le centre de Londres, 92. Et là, ça a commencé, le nom Sarti sortir, les institutions, les gens privés, avant on vendait comme marchand, après les ventes privées nous visitaient, et ça a commencé notre parcours d'acheter mieux que mieux, et les choses plus belles, plus intéressantes, commencer les intérêts des musées, d'institutions qui s'en intéressaient à la Galerie Sarti, et ça c'est le parcours qui s'est développé. Il y a eu un moment que je pensais que l'Angleterre, l'évolution de l'Antiquité, j'ai pensé que, bien que l'Angleterre était très florissante, j'ai pensé que Paris serait mieux pour nous. Alors, j'ai dit, mais peut-être on va ouvrir à Paris. J'avais l'avantage de ma femme étant parisienne, française, plus facilement. Pour elle, c'était mieux de rentrer sur Paris à cause de ses parents âgés. Et on a cherché pour 6 mois une galerie, donc celle-ci, que j'ai toujours aimée parce que c'était d'un confrère. Et j'ai pris la galerie tout de suite, dans une demi-heure, j'ai acheté la galerie. Et depuis 17 ans, on est là. Tout à l'heure, avant de démarrer cette conversation, vous me parliez d'une certaine évolution du goût des collectionneurs, c'est-à-dire qu'on ne vend pas forcément aujourd'hui les mêmes meubles, les mêmes tableaux qu'il y a 20 ou 30 ans. En quoi cela consiste, cette évolution? C'est l'évolution de la mondialisation, surtout, sur toutes les choses. Le meuble, aujourd'hui, les gens, ils ne se meublent plus au 18e, au 17e, au 16e. Ils ont une manière de vivre très minimaliste. On a un espace chez soi, des murs blancs, on utilise seulement des choses fonctionnables, mais qui ont une ligne. Et c'est une culture complètement différente de ce qu'il y avait notre âge. Les gens de 30 ans à 40 ans... Et plus la génération de nos parents. Et plus encore la génération de nos parents. C'est une rupture culturelle de vivre, mais c'est une rupture complète entre nous et les jeunes générations. Mais ce n'est pas que c'est à critiquer, parce qu'eux, ils vivent dans ce monde-là, pour eux, c'est ce qu'ils connaissent, et je ne sais pas s'il va revenir, je ne sais pas si dans 10 ans, 20 ans, ces choses, ça va retourner
à ça, parce que l'histoire, c'est toujours magistra vita est. On retourne toujours à l'histoire en arrière. En tout cas. Mais ça, je ne sais pas. Je sais qu'en ce moment, il y a une rupture complète. Sauf, je ne trouve pas, même sauf dans la peinture. Parce qu'on a l'œuvre contemporaine, l'œuvre impressionniste, que l'œuvre impressionniste, quand même, c'est la continuation de l'art ancienne. Mais l'œuvre contemporaine, c'est complètement différente. C'est un concept, ce n'est pas de la peinture. Et aujourd'hui, moi, ce que je me fais peur, un sens, que tout le monde y fait la même chose. Soit que ce soit en Japon, Chine, Amérique, Alaska, Italie, voilà, tout le monde, la mondialisation, tout le monde y fait la même chose. Il n'y a pas d'entité, c'est des idées, ce n'est pas de la peinture. Ouais. Quelque chose, ça sort de temps en temps, quelque chose de peinture ici et là, mais il faut l'apprécier quand même, parce que c'est un monde qu'on vit. Moi, je pense que l'art reflète les moments que nous vivons. Ça reflète de notre vie. Dans la peinture ancienne, je trouve que c'est toujours la mère de la culture, la mère de la peinture, la mère de toutes les choses, et il y aura toujours sa place. Mais quand on choisit une œuvre, ce n'est pas parce que l'œuvre ça vaut 5, 10, 1 million. Nous, on choisit l'œuvre pour ce qu'elle nous représente, pour que je sente devant moi. Il y a deux œuvres normalement qu'aujourd'hui on peut les découvrir comme toujours. On pense qu'on a tout découvert, on n'a rien découvert. Nous, on a fait une exposition 17e l'année passée de 22 tableaux. C'est un recueil de tableaux que j'ai acheté dans les derniers 12 ans, 13 ans, que j'ai nettoyé, j'ai fait des recherches, j'ai mis quand même des années pour les attribuer, mais c'était tous des nouveautés que ce n'était pas connu dans le monde de l'art. Ça, c'est une chose qu'il faut bien souligner. C'est-à-dire que dans votre travail, il y a toute une phase de nettoyage, d'études, de recherche. Donc, ce n'est pas que l'antiquaire, comme quelques-uns le pensent, est un monsieur cynique qui achète à 10 000 euros et le lendemain revend à 1 million. Ce n'est pas aussi simple Exactement. que ça. Mais parce que alors tout le monde deviendrait antiquaire. Voilà. Trop facile. Mais justement, c'est devenu cette philosophie, malheureusement, c'est arrivé à notre jour dans ce sens-là sans réfléchir. Un antiquaire, moi je vois dans les tableaux qu'on achète, souvent on se trompe. Nous on fait des recherches, on achète les tableaux sales, on les regarde en pensant que ce soit quelque chose de particulier, on regarde que c'est en bon état, de conservation, des choses comme ça, parce que quand les tableaux sont sales, c'est difficile, spécialement dans les salles de vente. Et de vous acheter des choses, de présenter ça, ce tableau-là, il était sale. Oui, voilà, donc ce tableau qui est derrière... Derrière, c'est Cléopâtre. Derrière Vilmasarchi, voilà. Donc un tableau que je trouve très beau, très intéressant, et qui donc maintenant se présente d'une manière totalement différente. Totalement différente à ce qu'on a acheté. Au moment où vous l'avez acheté. Absolument, parce qu'il était tout sale, tout couvert, on ne pouvait pas vraiment le déchiffrer. On l'a acheté à un prix convenable, avec les risques, qu'est-ce qu'ils peuvent être. Quand on l'a envoyé à un restaurateur tout comme ça, il a pris beaucoup de temps pour le restaurer parce qu'il y avait du gras, il y avait de la saleté, mais c'était toutes des choses qu'ils ont protégées d'ailleurs, cette saleté. C'est que vraiment ce tableau, il était. Il y a les rouges, les bleus, les jaunes sont en parfait état de conservation. Et de là, on a commencé à faire des recherches, on a regardé certaines choses, on a convoité des historiens d'art pour l'attribution, et on a fait des extraits, et ça nous a pris 2 ans avant de les mettre sur le marché. Et tout ça en faisant des extraits, des choses compliquées, pour avoir une attribution que la majorité des historiens d'art, ils ont fait
comme, et c'est donné à Artemisia Gentileschi, une des chefs-d'œuvre de l'artiste. Oui, oui. Mais ça a pris 2 ans. Et des investissements. D'investissement, de temps, de payer les gens pour faire des recherches. Et vous avez pris un risque. Et nous, on prend des risques. C'est que les gens, ils ne comprennent pas qu'ils vont dans les salles de vente. Les salles de vente, ils ne prennent pas de risques. Les salles de vente, ils prennent des choses, ils les vendent pour les clients et ils les vendent pour les commerces qu'ils font. Ils s'en foutent de qu'est-ce que c'est. Ils peuvent être Giotto, ou Caravaggio, ou un petit peintre, eux, ils s'en foutent. Ils prennent les marchés, ils font quoi? Ils mettent 20 tableaux, 150 tableaux, 200 tableaux dans les marchés, et les clients, ils pensent d'aller à la salle de vente et d'acheter comme ça et de faire des bénéfices. Mais ce n'est pas si simple. Parce que pour en rester sur l'exemple du portrait d'Artemisia Gentileschi, comme il était sale, vous avez risqué que, après nettoyage, cela s'avère quelque chose de pas bon. Exactement. Donc, des déchirures, des déchirures. Vous avez risqué d'être dupé. Ah, absolument, mais ce n'est pas que toutes les choses qu'on achète sont des choses, comme on dit, c'est positif. Des fois, on se trompe. Et à ce moment-là, on les revend, on les vend, on les met dans la salle de vente en perdant de l'argent, des choses comme ça. Ce n'est pas tout le temps qu'on fait des coups. On achète des choses que vraiment ça vaut la peine. Bien sûr, à fur et à mesure d'âge, on est plus attentif, on fait plus attention, on fait moins d'erreurs. Mais pour arriver là, c'est toute une expérience des années entre les photos, entre les musées, entre les historiens d'art, entre les lectures. C'est tout un travail compliqué pour arriver à ces choses-là. Moi, je n'ai jamais acheté un tableau. Avant, quand on achetait par les marchands, oui, on achetait, on vendait, mais le marchand faisait la même chose, pratiquement. Mais aujourd'hui, nous, quand on a fait cette exposition, justement, que Vilma vient de nous rappeler l'année passée sur le 17e italien, que c'était tous des peintres caravaggistes, mais très très proches de Caravage, et tout le monde, tous les historiens dans le monde entier, des musées sont passés venir voir cette exposition. Parce que c'était une nouveauté pour une galerie de présenter 22 tableaux d'une qualité vraiment, c'est pas à moi de le dire, mais quand même, ça, on l'a dit, tout le monde l'a dit comme ça, d'une qualité exceptionnelle, des conditions et des noms des peintres que c'était des tableaux qu'on ne les connaissait pas. Plusieurs, ils ont été publiés depuis dans des monographies de peintres, comme des nouveautés qui sont sorties de marché. Et ça, c'est le travail d'un antiquaire. Ce n'est pas que tous les jours on achète une chose à 10 pour les vendre de 50, ça serait trop facile. Mais ce n'est pas ça. Un antiquaire, il souffre. Il souffre quand il achète et il souffre quand il vend. Mais oui, parce qu'à un certain moment, après avoir travaillé sur un certain objet, exactement, il se crée un rapport d'amour. Absolument. Moi, quand je rentre dans la galerie le matin, je regarde les tableaux, une exposition, ça ne me pèse pas. Ça me pèse dans le sens parce que je dois acheter, je dois vendre, parce que je vis dans mon métier. Mais intellectuellement, ça ne me pèse pas. Je suis content de l'avoir choisi. Il y a d'autres que je suis content de les vendre parce que j'ai fait des erreurs, j'ai acheté des choses que je ne devais pas acheter, mais ça, c'est la vie d'un antiquaire. C'est normal. Vilma Sarchi, une dernière réflexion sur ce travail fascinant de l'antiquaire. Oui, alors je dirais que pour faire cette exposition que a présentée Giovanni Sarti l'année passée à la galerie, il a attendu je ne sais pas combien d'années pour mettre ensemble 22 tableaux. Donc j'aimerais lui poser la question, combien vous en avez éliminé de cette potentielle collection, parce que peut-être vous avez fait des erreurs ou vous avez trouvé, sélectionné exactement les 22, vous avez cru et vous avez investi. Parce que ça veut dire que pendant 10 ans au moins, il a de l'argent, du capital qui est immobilisé. Ah mais ça, c'est l'antiquaire, on a bien sûr, on a l'argent immobilisé.
Financièrement, moi je dirais une chose contre l'antiquaire, dans le genre de cause, que quand les stocks, les tableaux qui sont dans la galerie, ils ne produisent rien du tout. Voilà. Ça coûte l'argent. Si on n'est pas amoureux, si on n'est pas d'accord, c'est difficile de soutenir un stock pareil. Mais moi, je vous dis une chose, que quand j'achète quelque chose, souvent comme ça, j'ai toutes les angoisses de tout le monde, parce qu'après je dois les payer. Je suis devant l'œuvre, je ne pense pas si je peux, là, bien sûr, derrière ma tête, je pense, je ne suis pas un fou, mais dans mes limites, je vais au dehors de mes limites pour avoir l'objet, pour le posséder, parce que je crois dans l'objet. Et des fois, je prends des risques au-dessus. Et là, ça commence l'angoisse, du moment que vous l'avez, ça commence l'angoisse pour le payer. Parce qu'on n'est pas là tous les jours à dire « Ah, je l'ai acheté, boum, j'ai fait un chèque tout de suite ». Presque jamais je l'ai fait ça. Vous savez. Et alors, c'est toute l'angoisse pour les payer, tout comme ça. Quand moi j'ai payé cet objet, pour moi, c'est fini. Il est derrière. Maintenant, c'est aux nouveautés. La beauté de ce métier, que chaque chose que vous achetez, c'est une chose nouvelle. C'est une excitation nouvelle, quelque chose de nouveau. Une nouvelle émotion. Une nouvelle émotion. D'ailleurs, je vais prendre une phrase qu'il est sorti dans un magazine, l'Objet d'Art, je pense, le mois d'avril, que Marandel, le conservateur du musée de Lachmann, ils ont lui posé la question, que c'est un grand, vraiment, directeur du musée de Los Angeles, plein de culture, plein de sentiments, vraiment un conservateur formidable. Ils ont lui demandé une chose en disant, mais les tableaux que vous avez achetés, lesquels que ça vous donnait plus d'émotion? Et lui, il a dit les derniers, parce que c'était les derniers, ça m'a donné beaucoup d'émotion. Et c'est pour moi le meilleur achat que j'ai fait pour le musée. Mais en effet, c'est pas vrai, il a eu d'autres musées, mais c'est le dernier, parce que les autres sont déjà faits. Et moi, je comprends très bien. La nouveauté que vous avez devant vous, il vous fait oublier toutes les autres que vous avez achetées. C'est formidable cette... Son dernier amour, voilà, toujours le voilà, meilleur. Exactement. Le dernier amour, c'est toujours le meilleur. Voilà. Voilà. Donc, Quel musée, par exemple? Ah oui, on a vendu de l'exposition, on a vendu 4 tableaux, donc une collectionneur privée et 3 qui sont allés dans le musée. on aimerait continuer cette conversation pendant des heures. Ah oui, mais on ne peut pas, mais on va vous savez, trouver. dans la beauté de l'art, c'est qu'il n'y a jamais de la fin. Ça, On peut continuer tout le temps. c'est une très bonne conclusion. Merci. Merci à vous. Giovanni. Grazie. 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 Grazie.